Commencer la conférence si vous voulez vous installer. Merci d'être parmi nous ce soir, merci d'être aussi nombreux, nombreuses. Nello va commencer les festivités avec sa conférence. On peut le remercier, on peut l'applaudir ce soir d'être ici. Et puis je vais pas parler beaucoup plus longtemps et je vais vous laisser l'écouter attentivement. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être là. Je voudrais remercier les organisateurs, organisatrices, toutes les petites mains qui ont contribué à rendre cet événement possible. Je suis vraiment bluffé par la qualité de l'organisation. Et quand j'ai reçu l'invitation de Jean-Luc il y a quelques mois, je m'attendais simplement à 2-3 palettes et un coin de table. Et voilà. Et je suis vraiment bluffé par tout ce que vous faites ici. J'ai discuté avec Grégory tout à l'heure. Enfin, vraiment, c'est très impressionnant. Donc, je suis très admiratif de toutes vos luttes et de tous vos combats. Je circule beaucoup en France dans des réseaux militants. Et d'habitude, il y a plutôt une culture de la défaite un peu partout. Et ici, j'ai vu une culture de la victoire sur pas mal de luttes. Et je trouve ça assez inspirant. Et c'est assez rare, hein, vraiment. Donc, cultivez votre culture de la victoire encore et encore. Je vais vous présenter un travail qui est en fait issu du monde académique, mais qui va vous concerner directement. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années à faire une thèse, voilà, et j'en ai fait un livre qui a été publié récemment, qui consiste à faire une histoire environnementale des grandes infrastructures de transport en France. Je vais en dire 2-3 mots, mais je vais surtout vous parler d'extractivisme et de carrière. Mais je vais en dire 2-3 mots parce que le lien est important à avoir en tête, y compris pour vos combats ici. En fait, moi, je me suis intéressé au sable et aux carrières parce que, en exhumant des archives, en essayant de comprendre c'était quoi l'économie en France du point de vue de la matière, pas du point de vue des investissements, de l'épargne, de la consommation, pas en flux monétaire, mais du point de vue matériel. En tonnes, c'est quoi l'économie française? C'était ma question un peu il y a quelques années. Et en fait, en tonnes, l'économie française, c'est d'abord du sable et du gravier. Et partant de là, j'étais assez surpris quand on est historien et qu'on regarde un peu qu'est-ce qui existe là-dessus, en fait, tout simplement. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'histoire. Le sable est un protagoniste absent de l'historiographie, comme on dit, donc de la littérature en sciences sociales. Il n'y a pas d'histoire du sable en France. Et donc c'était vraiment le point de départ, voilà, de cette recherche. Et assez vite, pour faire le lien avec le livre, mais je vais moins en parler aujourd'hui, je me suis demandé à quoi sert ce sable et ce gravier, depuis quand on en extrait, qu'est-ce que ça fait, enfin des questions un peu classiques de chercheurs. Qui extrait, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça... Enfin voilà. Et mon hypothèse un peu de base, c'était de me dire, ça va être une histoire des grands ensembles après-guerre et de la reconstruction et du béton d'après-guerre ou un truc comme ça, quoi. Et en fait, je vais commencer par ça parce que c'est un fait fondamental à avoir en tête. Le sable et le gravier, ça sert d'abord et surtout aux grandes infrastructures. Aujourd'hui, à 80%. Donc on ouvre des carrières de sable et de gravier en France, pas pour le bâtiment, pas pour les logements en béton qu'on peut voir, qui est une part importante, hein, c'est pas du tout négligeable, hein, c'est pas ça le point. Hein. Mais à 80%, ça sert aux grandes infrastructures de transport. Et d'abord aux routes. D'accord? C'est vraiment important à avoir en tête, parce que parfois les débats sont biaisés, on pense que... peut-être qu'en construisant terre-paille, nos logements, etc., ça changera. Non, non, si on continue à aller avoir les infrastructures telles qu'elles sont et avec des usages tels qu'ils sont surtout, donc, parce qu'il y a la question des infrastructures, c'est pas seulement de les construire, c'est de les construire puis de les réparer sans cesse, de les entretenir, de les maintenir sans cesse une fois qu'elles sont construites. Mais ça, je vais pas en parler aujourd'hui. Mais donc c'est vraiment le point important. Donc là, aujourd'hui, on ouvre des carrières très probablement, alors je peux pas le dire avec certitude pour vos carrières à vous, et j'ai compris qu'il y a des enjeux locaux aussi à avoir en tête, mais ce serait d'abord normalement pour des routes et pour l'entretien des routes. A priori, dans le panorama général, c'est celui-là. Ce qui est quand même un fait important, de dire qu'on ouvre des carrières. Et on ouvre des carrières, je vais même aller au bout de l'argument, même si je ne vais pas le prouver là, parce que je vais me centrer sur les carrières. Mais donc, pour réparer des routes,
pour les camions. C'est la fin de l'argument. C'est pas pour les voitures. C'est les camions qui éclatent les routes, d'accord? Donc c'est un choix politique qui est fait quand même de l'autoroute en France, de la route en France. Ça sert aux camions, on répare la route pour les camions, donc on ouvre des carrières pour réparer des routes pour les camions, pour faire transporter les marchandises. Voilà, vous avez l'argument général. Mais c'est pas sur celui-là que je veux insister aujourd'hui. Mais enfin, vous pouvez me poser des questions après, hein, si vous voulez. Je suis là pour ça. J'ai travaillé des années là-dessus, donc autant que tout le monde en profite un peu. Mais c'est voilà, c'est le point essentiel à avoir en tête. Et donc là, je vais te demander de appuyer sur la touche suivante de temps en temps. Là, tu peux aller sur la suivante. Ouais. Ouais, trop bien, merci, c'est bon. Et de temps en temps, tu... merci. Là, je vais vous parler de sable et de gravier. Je viens de faire 3-4 images, voilà, juste pour que vous ayez en tête 2-3 idées. Et il y aura des images après. Enfin, là, il y a un graphique, mais après, il y aura des images. Donc, le sable et le gravier, c'est une extraction assez récente en France sur l'histoire du pays et même sur l'histoire du capitalisme français. C'est plutôt récent, hein. Ça commence surtout après la Seconde Guerre mondiale. Il y en a avant, hein, bien sûr, je peux vous donner tous les détails plus tard. Mais l'explosion de l'extraction de sable et de gravier, ça commence après-guerre. Donc ça, j'étais pas trop surpris. Je me suis dit, bah oui, la reconstruction, etc. Bon, et après, voilà, vous voyez, donc ça, c'est la courbe d'extraction. Donc là, j'ai mis par habitant. Donc on arrive assez vite à 7 tonnes par habitant par an. À partir des années 70, et vous voyez, ça se stabilise à un niveau assez élevé depuis 70. Donc depuis 50 ans, chaque année, chaque habitant consomme 7 tonnes de sable et de gravier. Donc chacun de vous consomme 7 tonnes de sable. C'est par jour, c'est 20 kilos. Donc c'est comme si chaque jour, vous alliez à votre épicerie, vous preniez un sac de 20 kilos de sable et de gravier tous les jours, depuis 50 ans. Donc ça, c'est la consommation par habitant en France de sable et de gravier. Donc c'est des quantités monstrueuses, hein. Vraiment, c'est sans commune mesure avec aucun autre flux de matière en France. Encore une fois, c'est la plus grande extraction jamais connue en France. Et mon but à moi, c'était de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça fait, etc. Toutes ces questions que j'ai déjà mentionnées tout à l'heure. Et là, j'ai reprécisé que ça sert d'abord aux grandes infrastructures. Et je pourrais dire la même chose pour les déchets. Parfois, il y a des enjeux, on pourra en parler aussi tout à l'heure, sur les déchets du BTP. C'est aussi les grandes infrastructures, c'est pas le bâtiment. Ce qui compte, en fait, de manière générale, c'est, là je parle en masse, donc de flux de matière qui circulent dans l'économie en France, c'est les grandes infrastructures. Pareil pour les déchets, donc c'est 80% les grandes infrastructures et 20% le bâtiment qui est démoli, qui fait des déchets. Mais c'est d'abord les grandes infrastructures et les routes qui génèrent des déchets. Bon. Donc voilà pour le panorama général. Et je vous ai déjà donné un peu la solution de l'énigme. Pourquoi on reste à un niveau si élevé à partir des années 70-80 ? On pourrait dire, bah, le pays était reconstruit, il y a eu des grands ensembles, il y a eu des autoroutes à fond dans les années 60, 70, etc. etc. Et pourquoi en fait ça baisse pas ça baisse quasi jamais, quoi. Si, il y a des petites baisses de temps en temps, mais c'est pas du tout des baisses spectaculaires, quoi. C'est parce qu'il y a l'entretien et la maintenance de tous ces énormes réseaux routiers. C'est pas que les autoroutes, hein, c'est vraiment toutes les routes départementales, les réseaux communaux. Vous voyez, Vinci et Bouygues, ils réparent sans cesse toutes les réseaux. C'est un business énorme pour eux d'ailleurs, de réparer des routes, quoi. C'est vraiment, et c'est un enjeu dépolitisé parce que les réparer la route, c'est bien, ça va de soi. Tout le monde a besoin d'une route en bon état. Enfin, donc il y a vraiment quelque chose qui est mis de côté comme ça dans le débat public, alors qu'encore une fois, ça devrait être un peu questionné. Bon, donc oui, je vais quand même donner un chiffre parce que il est important pour vous aussi vous donner l'idée de cette masse énorme de sable et de gravier. Donc pour 1 mètre d'autoroute par exemple, simplement 1 mètre, donc un pas, quoi, un grand pas, c'est 30 tonnes de sable et de gravier. Donc ça c'est par mètre, donc pas par kilomètre, hein, par mètre. Hein. Au début j'avais les données par kilomètre, mais en fait on comprend rien par kilomètre. Les chiffres parfois ils sont beaucoup trop importants, mais je trouvais qu'un mètre c'était bien, quoi. 1 mètre, voilà, ben là il y a 30 tonnes, quoi. Donc évidemment une autoroute c'est assez large, hein, mais ça c'est sans compter le bitume, sans compter le ciment, sans compter les terres de terrassement, enfin il y a plein d'autres matières qui sont associées à une autoroute. Bon, donc voilà où va cette matière, voilà où va principalement l'extraction. Ça change selon les époques. Dans les années 60, le bâtiment consomme quand même beaucoup de sable et de gravier, mais pour le panorama un peu général. Tu peux appuyer sur la suivante. Ouais, ouais, enfin, les fluctuations. Ouais, c'est ça. Alors il y a un moment où ça descend vraiment au début des années 80, c'est quand il y a une grande pause dans l'aménagement du territoire, que Mitterrand, enfin il y a la crise économique en fait surtout, hein. C'est pas tellement que Mitterrand veut arrêter avec ça, mais il y a un vrai creux, c'est le premier vrai creux, sinon c'était juste stable et élevé. Et pendant 4 ans, ça s'arrête. Et après, relance du projet autoroutier en 85, c'est reparti.
Et depuis la crise de 2009, il y a quasiment eu. Alors maintenant, il y a la A69 qui est beaucoup dans les débats, par exemple, mais il y a quasiment plus du tout eu d'autoroute construite en France. Donc c'est des toutes petites bretelles et des choses comme ça. Mais donc là, il y a une vraie baisse depuis 2009, depuis la crise financière. Après, bon, il faudrait rentrer dans les détails, mais pour faire un peu le. Voilà. Ça, c'est juste pour le comparer à d'autres grands flux du capitalisme français. Hein. Je sais pas, ça donne juste un ordre de grandeur, quoi. Là, j'ai mis. Le charbon, c'est pas anodin, le charbon c'est une grosse extraction quand même. On le voit à peine le charbon. Vous voyez, c'est la petite courbe grise là en bas. C'est pour donner juste de l'ordre de grandeur. Le sable et le gravier, c'est la courbe bleue en haut. Hein. Donc c'est juste pour dire, c'est vraiment 10 fois plus grand, quoi. Vous voyez, c'est sans commune mesure, quoi. Et c'était pas le cas. Là, je suis remonté jusqu'en 1900. C'était pas le cas en 1900, par exemple. En 1900, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est assez récent. En 1900, il y a quasiment pas d'extraction de sable et de gravier. D'accord. Par contre, il y avait déjà beaucoup de charbon. Là, j'ai mis aussi le minerai de fer, les céréales. Enfin, j'ai mis des flux un peu importants, juste pour donner un ordre de grandeur, pour dire à quel point c'est quelque chose de vraiment massif auquel on a affaire. Tu peux passer à la suivante. Voilà. Bon, mais alors, c'est quoi ce sable et ce gravier? C'était quoi? D'où ça vient? Où on extrait? Alors là, moi, j'ai été très surpris. Le sable et le gravier, jusqu'au début des années 90, ça vient essentiellement des rivières. Très, très majoritairement. Alors moi j'étais très naïf, hein, je pensais que j'allais étudier des carrières et que j'aurais, je sais pas, pour moi une carrière c'était de la roche dure avec un front de taille, des choses comme ça. Pas du tout, pas du tout. Dans les années 60-70 c'est ça, l'extraction de sable et de gravier, c'est des petites excavatrices, des petites dragues qui vont dans le lit même de la rivière, au cœur, on appelle ça le lit mineur, donc au cœur de la rivière, draguer tout le temps. Et dans le livre et dans mon enquête, je défends que on a là en fait un extractivisme, et je vais le justifier en plusieurs étapes pourquoi on peut dire qu'on a un extractivisme en effet en France de sable et de gravier. Et ici, je voudrais aussi souligner avec ces images que c'est quelque chose, et c'est aussi dans ce que je défends dans le livre et dans mon enquête, c'est un extractivisme assez ordinaire, qui vient contraster en fait avec l'extractivisme qu'on a un peu en tête de la gigamine en Amérique latine ou en Afrique qui éclate complètement un territoire sur des centaines de kilomètres carrés, etc. Là, c'était un extractivisme ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y en avait partout, absolument partout. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il y avait plus de 12 000 carrières dans les années 70 en France. La distance entre une carrière et un chantier, c'est 14 km en moyenne, 14 km. Donc il y a des carrières partout. Dès qu'il y a un chantier, il y a des carrières dans le coin, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est 50 km. Donc aujourd'hui, ça reste assez bien éparpillé sur le territoire. Parce que ça vaut rien. C'est une matière qui ne vaut absolument rien. Tout le monde peut acheter plusieurs tonnes de sable et gravier. Une tonne, c'est environ 8-9 euros, 10 euros peut-être. Ce qui coûte cher, c'est le déplacer en fait. Donc ça ne se déplace pas, donc il y en a partout. Voilà. Donc il y en a partout. Et deux, comme il faut peu de moyens pour extraire cette matière, c'est des toutes petites entreprises en fait, donc c'est vraiment des toutes petites PME. C'est pas du tout des giga multinationales, encore une fois, pour contraster avec l'extractivisme extraordinaire qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire qu'on trouve en Amérique latine ou dans le sud global. Là, c'est les toutes petites entreprises qui ont 2-3 petites machines et qui vont draguer chacune 100 000 tonnes par an, 200 000 tonnes par an, 500 000 tonnes par an, etc., tout le long des rivières de toute la France. Donc dans l'Ardèche, dans l'Isère, dans le Rhône, dans la Loire, dans le Rhin, partout, de la Seine évidemment. Toutes les rivières sont concernées par ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Et je trouvais que c'était intéressant de voir que c'était pas, au début en tout cas, ça se concentre petit à petit, mais c'est pas du tout Lafarge, c'est pas du tout Vinci, c'est pas du tout les grandes multinationales du BTP qui prennent ça en charge. C'est vraiment le monsieur Durand qui a la carrière du village, et à la limite il en a 2-3 et voilà, c'est tout, quoi. D'accord, il n'y a pas de monopole de carrière, quoi. En fait, parce que chacun peut. Comme encore une fois, ce qui détermine la structure de cette extraction, c'est la valeur très faible du sable et du gravier, que ça ne voyage pas. En fait, dès lors que quelqu'un achète 2 machines, il a le monopole sur son petit territoire. En fait. La carrière, donc il n'aura pas de concurrence, et donc on peut avoir comme ça des milliers de carrières avec des milliers d'entreprises. Donc c'est vraiment très particulier, et ça se fait ici beaucoup en rivière. Tu peux mettre la suivante. Merci. Hein. J'espère que ça ne te saoule pas. Si tu en as marre, tu me dis. Okay. Alors ici, c'est de nouveau des images de ce genre pour la Loire. Et maintenant, je vais donner un autre argument pour parler d'extractivisme. Donc là, il y a l'argument ordinaire, donc vous avez compris, assez local, banal, fait par des petites PME. Alors extractivisme, quand même, d'habitude, c'est pour dire que c'est quand même vraiment massif. Donc on a en tête que c'est massif, quoi. Mais massif à quel point, comment on peut justifier en fait extractivisme, quoi. Moi, je suis contre l'idée qu'on puisse dire que tout est extractivisme, d'accord. Il faut quand même qu'il y ait un moment une extraction quelconque, c'est pas un extractivisme. Sinon, tout est extractivisme. Et alors le mot perd la notion perd de sa qualité d'analyse, quoi. Donc
Pour vous donner un ordre de grandeur, alors je donne toujours un peu le même, mais c'est bien parce que vous êtes directement concerné, enfin votre héritage est concerné. Chaque rivière en fait reçoit un flux annuel de sédiments. Il y a de l'érosion, des montagnes, des gros cailloux qui deviennent des petits cailloux, qui deviennent des gravillons, etc., etc. Et donc une rivière charrie comme ça annuellement une certaine quantité de sédiments. Voilà. Pour la Loire, il y avait des enquêtes historiques bien documentées et ils sont tout à fait au courant de ce qui dès les années 60, de combien la Loire amène de sédiments chaque année. Alors évidemment ça varie, parfois il y a une grande crue, etc. Donc, mais en moyenne ils disent voilà, c'est entre 600 000 tonnes et 1 million de tonnes chaque année. Voilà, la Loire c'est ça. 600 000 tonnes à 1 million de tonnes. Bon, dans les années 70, on extrait plus de 10 millions de tonnes chaque année dans la Loire de sable et de gravier. En moyenne, hein. Donc parfois c'est 12-13 millions de tonnes dans les années 70. Donc c'est plus de 10 fois plus que ce qui arrive naturellement par la rivière. Donc en fait on vide le fleuve, d'accord. On va jusqu'à la Roche-Mère, disons, on va jusqu'au au plancher de la rivière, d'accord, et on vide complètement la rivière de tout son stock de sédiments, disons. Et on fait ça dans toutes les rivières de France. Dans les torrents de montagne où il y a des quantités importantes qui arrivent du fait de l'érosion, c'est pareil. Moi, je vis à Grenoble, dans les alentours de Grenoble, c'est massif, mais vraiment, c'est chaque année des millions de tonnes de sable et de gravier qui sont extraits, partout. Donc c'est un vrai extractivisme. Pour renforcer cet argument-là, aujourd'hui, vous avez sans doute entendu parler de cette thèse pour l'Asie ou pour le Maroc, où on dit oui, on extrait du sable en Asie, du Sud-Est, pour Singapour, qui va prendre par exemple du sable et du gravier dans le bas Mékong, des trucs comme ça. Bon. Là aussi, moi, ce que j'ai voulu faire avec cette thèse-là, c'est un peu de rendre moins exotique l'extractivisme. C'est tout l'enjeu de reprendre ce concept et de l'utiliser pour la France. Parce que sinon, on a l'impression que c'est quelque chose de lointain, qui concerne voilà, le bas Mékong, des pays avec des mafias illégales et des acteurs sombres, etc. Non, c'était en France dans les années 60-70 et ça se métamorphose et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas du tout. Il faut arrêter de croire que c'est que des choses du bout du monde avec des acteurs étranges, etc. Non, c'est l'entreprise de Monsieur Durand dans la Loire en 70, hein, d'accord. C'est vraiment aussi. C'était aussi ça. Bon, et pour revenir sur ce qui se passe en Asie du Sud-Est aujourd'hui, dans le bas Mékong, par exemple, il y a une énorme extraction aujourd'hui de sable dans le bas Mékong. Et j'avais trouvé une étude récente qui montre que dans le bas Mékong, on extrait 5 fois plus que les flux naturels qui arrivent. Donc c'est-à-dire que dans la Loire, c'était bien pire que dans le bas Mékong aujourd'hui, avec tous les reportages sensationnalistes sur le bas Mékong, enfin qui sont justes, hein, bien sûr. On ne peut pas nier qu'il se passe quelque chose de très grave dans tous ces là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier que c'était aussi le cas en France. Donc ça, c'est aussi un argument, à mon avis, pour justifier cette notion d'extractivisme pour la France. Tu peux avancer. Je ne sais même plus ce que j'ai mis après. Oui, voilà, bon, c'est des petites images que j'ai trouvées dans les archives, mais ça montre, voilà, toujours, alors c'est soit en bord de rivière, soit dans le cœur de la rivière. Ce qui va se passer, je vais aller un peu vite, enfin, en fait, je peux parler infiniment, donc si à un moment vous en avez marre, vous me dites, c'est terrible. Ouais. Bon, ce qui se passe, c'est que ça ne va pas de soi, évidemment, d'accord. Les rivières se vident de leur matière, les écosystèmes sont évidemment saccagés, il y a des scientifiques qui s'alarment de ça, des écologues, des hydrogéomorphologues, parce qu'en fait la géomorphologie, la qualité, la morphologie du terrain de la rivière est complètement transformée, le courant va beaucoup plus vite à un endroit, on appelle ça une chenalisation, donc bref, il y a tout un tas d'enjeux là-dessus, il y a des élus qui protestent, des voisins qui protestent, des associations qui protestent, des pêcheurs qui protestent. Donc il y a une énorme tension qui apparaît évidemment autour de ces carrières, dans ces rivières, dans les années 60-70. Des plaintes, etc. Et bon, l'administration, l'État est obligé de réagir. Il est obligé de mettre en place des dispositifs pour un peu calmer les choses. Et il va un peu essayer de prendre en charge cette extraction sans jamais la remettre en question. En fait, tout l'enjeu, ça va être de la rendre légitime, justement, de la rendre acceptable par des dispositifs sur lesquels je vais revenir. Et dans un premier temps, ah oui, pourquoi, c'est quand même un petit détail important, pourquoi il y a aussi tout un tas de plaintes, c'est qu'il n'y a absolument aucune législation sur les carrières jusqu'en 1970. En fait, c'est open bar, on fait ce qu'on veut. Il suffit d'une déclaration en mairie qui n'était même pas toujours faite, d'accord. J'ai trouvé dans les archives que parfois un maire dit ah oui, la moitié des carrières n'ont pas déclaré qu'ils avaient ouvert une carrière, donc voilà. Donc il suffisait d'une déclaration en mairie, il n'y a aucune législation sur l'exploitation ni sur la remise en état, rien du tout.
zéro, hein, vraiment. C'était donc voilà, c'était des tensions énormes aussi sur l'après-carrière, justement, sur le fait qu'il venait draguer pendant 1 an ou 2. Ensuite, il laissait tout en friche comme ça, avec des trous, et puis les voisins se plaignent. C'était rempli de détritus, etc., etc. Donc il y avait des tensions assez fortes là-dessus, sur le bruit, la poussière, sur plein d'autres choses. Et ce qui va se passer aussi, c'est, enfin, il y a 2 enjeux qui vont être symboliquement importants dans ces luttes-là. Parce qu'en fait, saccager les rivières, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, mais bon, l'administration s'en fout un peu. Par contre, il y a deux éléments assez importants qui vont vraiment changer un peu la donne. Un, ça va être les nappes phréatiques quand même, ça, y compris les administrations. Donc il faut comprendre qu'il y a des administrations des forêts, des eaux, des machins, des trucs. Et entre administrations, il y en a qui vont dire non, mais les nappes phréatiques là, c'est quand même un peu tendu pour la ville et tout ça. Il faudrait un peu quand même calmer les carrières là-dessus. Donc ça va être un enjeu important. Et le second, c'est l'effondrement de plusieurs ponts, du fait que le niveau de l'eau baisse tellement que les fondations sont en fait affectées, et notamment que lorsqu'il y avait des fondations avec des vieux pieux en bois qui, tant qu'ils sont sous l'eau, en fait, ne pourrissent pas, et dès lors qu'ils sont à l'air libre, pourrissent. D'accord ? Et il y a un fameux pont sur la Loire, à Tours, qui s'appelle le pont Wilson, qui était le pont d'une route nationale, qui traverse la Loire, qui va s'effondrer en 1978. Et ça va vraiment être un truc un peu symbolique. C'est filmé, à la télévision, vous pouvez trouver les images INA, etc. Alors ça marque, quoi, d'accord ? Saccager les écosystèmes, ok, mais un pont qui se casse la gueule, ça fait chier. Et les ponts et chaussées, donc l'administration, l'ingénieur, la direction des routes, etc. Là, vraiment dire, ok, là, on a un vrai souci parce que tous les ponts sont menacés en fait en aval de la Loire. Donc on a un vrai souci avec cette extraction. Il faut à tout prix calmer les choses. Plus, on est en train de vider en fait les rivières de leur gisement. Donc il faudrait qu'on commence à réfléchir à un peu légiférer là-dessus. Donc il y a l'administration qui prend conscience de ça. Tu peux mettre le suivant. Je sais même plus ce que j'ai dit. Ouais, tu peux encore mettre la suivante. Bon, ça c'est le type de... Ouais, je sais plus ce que j'ai... Je crois que j'avais mis une image du pont qui s'effondre, alors si tu l'as, mais encore après. Ah oui, celle-là, elle était bien, tu peux la remettre ? Ouais, ça c'est bien parce que ça montre, ça c'est la Garonne, c'est pas la Loire, désolé, mais ça montre, c'est pas moi qui l'ai faite la carte, c'est sur une vingtaine de kilomètres ou 30 kilomètres, et ça montre tous les petits points d'extraction, c'est de l'extraction de sable et de gravier. Et je trouve que ça montre très bien, comme il y en avait partout, quoi. Vous voyez qu'il y en a... je sais pas, tous les kilomètres ou tous les kilomètres et demi, il y a un point d'extraction, quoi. C'est vraiment fascinant. Alors la taille va dire à quel point c'est une quantité importante, d'accord ? Mais c'est ça l'extractivisme ordinaire, d'accord ? C'est la Garonne qui est perforée, quoi. C'est vraiment, mais toutes les rivières, hein. C'est quelque chose de vraiment assez massif. Et à mon avis, ça illustrerait bien ça. C'est en aval de Toulouse ici. Donc, je sais plus. Je crois que j'avais mis un pont qui s'effondre, mais c'est pas grave. Vous avez en tête l'image d'un pont qui s'effondre. Mais c'était assez bluffant. Bon, et alors pour ce qui va jouer donc ensuite il va y avoir une tension à partir des années 80. Donc ce pont s'effondre en 78, et à partir de ce moment-là, vraiment, il y a une inquiétude. L'administration de l'équipement, enfin la direction des routes, a besoin de sable et de gravier en masse, quoi, pour ces infrastructures. Et en même temps, ça devient de plus en plus compliqué d'aller chercher de sable et gravier en rivière. Et donc, c'est ça. Ça, c'est le pont, le fameux pont. Dans une image d'archive, j'aurais pu mettre la vidéo INA. Et il s'effondre petit à petit, comme ça. En une journée, il y a un pilier, puis l'autre. Ouais. Un vieux pont qui avait 200 ans, ben là, il s'effondre. Parce que le niveau, au niveau du pont même, le niveau de la Loire avait baissé de 70 cm en 3 ans. Juste au niveau de la Loire, juste du fait de l'extraction. Et tout le monde le sait. Alors ce qui est vraiment important à voir dans ces débats-là, en général, je trouve que les chercheurs pensent de plus en plus à la chose comme ça, c'est il ne faut pas savoir qu'on ne savait pas ce qui se passait, d'accord ? Les ingénieurs savent très bien qu'ils sont en train de vider les rivières de leur sable et de gravier. On sait très bien les dégâts qui sont en train d'être faits, d'accord ? Il y a un peu parfois un récit trompeur sur certains sujets où on dit oui, on ne savait pas ce qu'on faisait, maintenant on sait, on a pris conscience des dégâts. Non, enfin, c'est vraiment quelque chose... l'administration sait très bien, les ponts et chaussées eux-mêmes, qui vont prendre en charge, qui vont dire il faut commencer à légiférer. Ils avaient cartographié toute la Loire en amont et dans les affluents en disant tout ce qu'on extrait chaque année, chaque type, dans chaque carrière. Enfin, c'était vraiment hyper bien documenté, quoi. Donc il n'y a pas du tout de surprise comme ça. Et il y avait eu des alertes sur ces enjeux-là. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller un peu vite là. Des législations vont commencer à arriver.
D'abord, la plus importante, ça va être d'interdire l'extraction dans le lit mineur, on appelle ça, donc dans le cœur de la rivière en 93. Ça, c'est interdit, ça n'existe plus en France. Ce n'est plus possible en France. Mais ils ont vraiment vidé les rivières, donc il restait plus grand-chose aussi, faut bien imaginer. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que je vous ai dit, ils savent ce qu'ils font. Et donc ça veut dire que pendant toutes les années 70, 80 et début 90, ils continuent à extraire alors qu'on sait très bien qu'on est en train de tout saccager, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses à avoir en tête, quoi. On maintient la chose parce que y a des intérêts économiques derrière. Et dans les autres dispositifs, enfin, dans les lois, ce qui va compter beaucoup. Donc du coup, l'interdiction dans le lit mineur, ça va être d'aller sur le côté, en fait. Donc dans le lit majeur, on appelle ça. Donc il faut imaginer les rivières qui amènent lors de crues centenaires des millions de tonnes sur le bord des rivières, enfin dans toutes les vallées en fait, jusqu'à la mer d'ailleurs, jusqu'à l'embouchure des fleuves. Il y a des quantités énormes de sable et de gravier qui sont très bons pour le béton et pour les routes, très clairement. Donc ils vont arrêter de draguer dans le cœur, ils vont aller sur les bords et la roche dure. Donc là, ils vont commencer à aller en fait tout simplement éclater des collines, concasser. Ce qu'ils veulent, c'est un petit gravillon ou du sable, d'accord. Alors le sable, c'est vraiment mieux quand même d'avoir un sable de rivière ou de bord de rivière, mais sinon pour le gravillon, on peut concasser, il n'y a pas de souci, quoi. Et dans les autres points importants des législations, en fait, ils vont incorporer des demandes sociales, donc ils vont quand même écouter les oppositions, forcément, ils sont obligés d'en tenir compte. Donc ils vont dire, ok, le bruit, on peut légiférer, on peut aussi la poussière, d'accord, donc pour la roche dure, on va mettre des dispositifs. Ça va, d'accord, c'est acceptable. Il y a tout un tas d'oppositions qui disent, nous, on veut pas de carrière, ça c'est des extrémistes, c'est un peu comme aujourd'hui, quoi. Donc ça, non, c'est pas possible, ça c'est une demande sociale qu'on peut pas écouter, donc non. Le cadrage, c'est, il faut qu'on extrait. Et après, on peut satisfaire des demandes, d'accord. On peut aménager, faire en sorte d'adoucir un peu le choc, etc. Et il y a un point vraiment important, ça va être la question de la remise en état, justement. Je vous en ai parlé tout à l'heure, où il y avait les plaintes là-dessus. De fait, on laissait des trous un peu partout, tout simplement. Et en fait, c'est une demande. Et en fait, au début, les carriers vont être assez emmerdés en disant « Ah putain, ça va nous coûter cher, donc il y a une opposition quand même, ils sont pas. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont comprendre qu'ils ont un intérêt énorme à accepter ça, et en fait à jouer le jeu et à dire oui, bien sûr, on va faire de la remise en état, avec de la concertation, avec quelques habitants, avec des associations. Donc ils vont faire des commissions départementales, ils vont faire enfin bon, je passe les détails, mais des dispositifs où on va faire la concertation, mais toujours dans le cadrage où il faut extraire, d'accord. C'est important à avoir en tête. Donc il y a un débat, mais jusqu'à un certain point. Toute parole n'est pas légitime là-dedans. Donc, et la remise en état au début, ça va être un peu cacher les dégâts, d'accord. Ça va être là, tu peux aller sur la suivante. Ouais, voilà, ça c'est super. Ça va vraiment être, on va mettre des petites, on va planter en fait des arbustes, des arbres, on va prendre des essences locales, et en fait c'est vraiment visuel. Donc c'est vraiment en fait le paysage abîmé, on va cacher les traces, quoi, d'accord. Et vraiment, ok, pas de souci. Alors ils vont regarder à quel point une carrière peut se voir depuis la route, depuis machin. Donc c'est vraiment, c'est presque grotesque, quoi, d'accord. Mais ça, voilà, ça a une certaine efficacité. Bah, on cache. Voilà, il y a moins de plaintes, les gens se rendent moins compte en fait tout simplement du trou ou du frontail, etc. Ça. Moi j'ai trouvé ça assez fascinant. Il y a des centaines d'images comme ça où il y a le petit bonhomme qui regarde et puis alors ils disent ben voilà, vous cachez bien et puis ça va passer, quoi. Donc ça a été un peu le début, on cache les traces, quoi, d'accord. Et puis en fait de plus en plus ils vont en fait faire du réaménagement tout simplement, donc du vrai réaménagement de carrière et là c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant aussi. C'est un énorme business, pour le dire simplement, une énorme sphère économique qui se développe autour de la question du réaménagement avec des bureaux d'études, des paysagistes, y compris des scientifiques à qui ça donne du boulot, de faire des inventaires d'espèces, des trucs, de tout ce que vous voulez, d'accord, de faire appeler des géomorphologues cette fois-ci, mais pour bien faire des jolies courbes, d'accord, ils disent souvent, ça paraît idiot, mais c'est vraiment... les angles droits, c'est moche, quoi. Donc on va vraiment faire un paysage, mais un peu arrondi, etc. Et en fait, ils passent ils avaient un peu l'étiquette de consommateurs d'espace, les carrières, parce que justement, ils abandonnaient des trous, et donc c'était vraiment... et il y en avait partout, je vous l'ai dit, il y en avait plus de 12 000, donc ils étaient même... On disait un carrier, les carriers consomment 20 km² par an en France chaque année, donc ils étaient considérés vraiment comme des purs consommateurs, et ils deviennent des producteurs d'espace. Et ça, c'est vraiment assez fascinant, tu peux montrer les suivantes.
Voilà, ça c'est super. Donc la Farge, par exemple, va dire la carrière c'est qu'une étape dans la vie d'un seul. Vous voyez, et après on fait ce que vous voulez en fait. On peut tout réaménager. Vous voulez quoi? Vous voulez faire des promenades? Vous voulez du réaménagement agricole? Vous voulez une petite forêt? On fait une petite... Vous voulez des bases nautiques? Bases nautiques. Vous voulez et donc en fait on va produire un nouvel espace, le remplir d'affects joyeux avec des beaux prospectus et ils vont mettre le paquet là-dedans. Mais vraiment c'est pas du tout anodin quoi. C'est des centaines et des centaines de rapports épais comme pas possible où en fait ils vont décrire un monde merveilleux de la post-extraction évidemment. C'est pas le monde pendant 15 ans vous allez prendre cher, d'accord, ou 15 ou 30 ans parce que c'est renouvelable 15 ans. Mais par contre le futur sera quand même assez chouette quoi. Donc, et ça va plutôt marcher parce que bah, de fait les contestations vont baisser. De fait il y a plein d'endroits des carrières qui deviennent des lieux de vie assez agréables où on se promène, où les gens oublient en fait. Mais ce qu'il faut pas oublier c'est que ça légitime l'activité, hein, c'est vraiment ça le but, quoi. Qu'on puisse, enfin, je veux dire, moi je peux admettre qu'on puisse faire de jolis réaménagements, enfin, j'ai pas de souci, mais le problème c'est qu'on continue à extraire, et pourquoi, vous voyez? Et là, vous avez en tête mon argument du début, les infrastructures, les réparer pour les camions, et les flux de marchandises. Donc c'est voilà, c'est quand même ça l'enjeu qu'il faut avoir en tête. Après qu'on puisse réaménager de façon plutôt bonne, y compris en écoutant ce que la population veut, bah oui, il n'y a pas trop de doute là-dessus, vous voyez, mais le cadrage du débat a fait en sorte qu'il y avait toute une partie qui n'avait pas été écoutée, quoi. Donc ça va assez bien marcher avec des jolis dessins. Tu peux mettre la suivante, je sais plus ce que j'avais mis après. Il n'y en a plus? Bon, c'est pas grave. J'avais des images de bases nautiques, etc. Des trucs vraiment où on voit. Donc dans la région parisienne, c'était vraiment la mode, c'était de faire des bases nautiques partout. Ils ont fait des trucs où alors on les voit, ils font la planche à voile, etc. L'optimiste, et partout, dans toutes ces carrières, ça devient des lieux assez ludiques, assez sympathiques, hein, faut bien le dire. Et il y a aussi d'ailleurs des alliances aujourd'hui hein, très fortes du patronat des matériaux de construction et du sable et du gravier en particulier, avec des associations environnementalistes, avec la LPO, en disant oui, la carrière aménagée c'est aussi un lieu écologique qui est bon pour la biodiversité, etc. etc. Ce qui est en partie vrai. Donc c'est avec le CNRS qui va enquêter, des institutions scientifiques qui vont regarder. Et alors, mais encore une fois, alors déjà c'est pas toujours vrai, hein, loin de là. Surtout il faut pas oublier qu'il y a eu l'activité, il y a eu les 30 ans de dégâts quoi. Mais de fait apparemment, ben, voilà, il y a des promenades ornithologiques, on peut faire et donc il y a vraiment, ils investissent vraiment cet aspect-là encore aujourd'hui avec une certaine efficacité. Donc voilà pour pardon. L'écoquartier de la brousse, ouais, ouais c'est ça. Et alors ça paraît évident ce greenwashing, tout le monde fait du greenwashing, vous voyez. Mais eux vraiment, je pense que c'est assez saisissant. Et quand on lit un peu leurs archives et leurs dépliants sur les 30 dernières années, on a l'impression qu'ils en fait, ils disent même plus pourquoi ils extraient quoi. En fait, ils parlent que de c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour l'environnement, on est vertueux, on est à l'écoute, etc., etc. C'est très impressionnant quoi. Ils ont quand même complètement réussi à faire oublier de pourquoi on a l'extra. Donc il y a vraiment cette question des besoins que j'ai mentionné au début, qu'il faut toujours avoir en tête dans les luttes politiques quoi. À quoi ça va servir d'ouvrir des carrières. Et puis donc voilà, ça c'est pour donner un peu une idée des dispositifs qui ont été utilisés pour un peu rendre possible et perpétuer cet extractivisme. Dans les autres extractivismes aussi, hein, on doit rendre possible. On sait très bien que l'extractivisme existe pour d'autres pays aussi, et pourtant, enfin, on connaît les dégâts, et pourtant, voilà, il y a des dispositifs. Et parfois, les dispositifs, c'est très simple. Hein, on envoie la matraque, on envoie la police, les paramilitaires, et on tue les syndicalistes, etc. Comme en Colombie ou des trucs comme ça. Mais ici, c'était plutôt ça, quoi. C'était plutôt, voilà. Cette question de réaménagement et de penser la carrière non plus comme un lieu d'extraction, mais comme un lieu de vie et ludique, etc. Voilà, je pourrais vous parler encore des carrières avant. Je sais pas si peut-être que je m'arrête là. Je prends des questions et puis je peux. Ouais. Donc je sais pas si tout le monde a entendu, elle me demande si y a, ouais, le fait que les inondations soient plus graves qu'avant, c'est ça, soit corrélé au fait qu'il y a eu des trous partout, pour faire simple. Mais je sais pas. Et c'est une bonne question, je sais pas du tout. J'avoue que comme ça, je dirais que je crois pas, mais je sais pas. Peut-être quelqu'un a une idée. Marie Fortin aura peut-être une réponse. Ouais, mais peut-être, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, mais c'est possible, hein, vraiment. Ouais.
Ouais, de fait, ça c'est sûr, les rivières ont toutes été transformées. Bon, mais en fait, les rivières, elles ont été aussi transformées du fait des digues, etc., le fait qu'elles ont été en fait canalisées, quoi, mais aussi du fait de l'extraction, quoi. Comme tu le dis, le courant a complètement changé. Elle va plus déposer ses alluvions au même endroit, etc. Ça, ouais, ouais. Ouais. Et ça se voit même quand vous prenez des cartes aériennes, je sais pas, du Rhône. Des cartes IGN des années 50 et vous regardez aujourd'hui, il y a des ramifications partout, c'était quelque chose de complètement beaucoup plus ouais, anarchique et aujourd'hui c'est des grands vous avez les autoroutes. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est le cumulé depuis 45 de sable, rien que le sable et le gravier là, donc ouais, en France 20 milliards de tonnes, ouais. Ouais, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de zéros. J'ai pas mis en kilos parce que j'aurais pu en mettre 3 de plus. Ouais, donc c'est le cumulé. Et aujourd'hui c'est de l'ordre de 350 millions par an. Et un peu plus en fait, mais plus ou moins quoi. Depuis 50 ans, c'est entre 350 millions et 420 millions. Mais c'est fou que ça baisse pas tellement quoi. Peut-être on prend fille garçon, ouais, du coup. Ouais, oui, oui. Oui, donc c'est la différence entre les usages, je répète, du sable de carrière et de rivière. Et ça, ouais, c'est une bonne question. D'ailleurs, en fait, là, je vais vous faire un tout petit aperçu de ce qui se passe avant, en fait, parce que je vous ai dit, il n'y avait pas ça, mais du coup, il y a quoi avant? En fait, auparavant, le monde de la carrière, c'est la roche dure. C'est tailler des blocs de pierre. D'accord. Une carrière, c'est ça. Et il y en a partout, par contre. Il y en a encore plus que les 12 000 dont je vous ai parlé. Mais elles étaient, les trois quarts ou les deux tiers étaient utilisés de façon intermittente. Donc c'était pas du tout permanent, c'était de temps en temps, quelques mois par an. Donc imaginons, je sais pas, chaque petite commune a sa carrière, il y en avait 35 000, hein, donc il y en avait vraiment partout. Mais c'était de toutes petites carrières où de temps en temps on extrait un peu, donc c'était intermittent. Et la carrière, c'est le bloc de pierre. Et d'ailleurs, même dans les archives, quand je fais un peu une histoire du monde des carriers, en fait, ce qui est extrait, le dragage, etc., c'est considéré comme des sablières ou des gravières, etc. Mais c'est pas des carrières pour les carriers. Il y a une séparation de mondes. Enfin, c'est pas les mêmes mondes, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, et la carrière, elle a toujours servi le bâtiment. Donc c'était en fait, ben voilà, on extrait, on taille notre bloc et ça va nous servir à nous loger. Et c'est du coup ici du grès, là de la meulière, là de l'ardoise, enfin, peu importe quoi, mais des pierres très locales avec la géologie propre au lieu et donc les savoirs et les savoir-faire, etc., etc. Et donc la carrière était rattachée à ça. Et il y a une toute petite extraction de sable et de gravier qui existe déjà, parce qu'il y a déjà la technologie du béton existe déjà, donc qui va servir au béton. Et d'abord, le sable et le gravier de rivière, ça va servir au béton. Donc principalement là dans les années 60, vraiment le béton vient des rivières, c'est ce qui est assez incroyable. Donc tout le béton des années 60 vient des rivières. C'est la Loire qui a servi à faire tout ce béton notamment et les autres fleuves. Et petit à petit en fait ça va devenir assez indifférent. Les carrières comme je l'ai dit aujourd'hui de roche dure servent aussi à faire des routes et du béton. Et donc ça va devenir assez les mondes vont un peu fusionner. D'ailleurs, et aujourd'hui, les carrières, c'est essentiellement du sable et du gravier. Il y a quasiment plus de petites carrières qui font autre chose, quoi. Et donc, mais c'est vraiment une transformation anthropologique du métier de carrier, de l'univers social du carrier. Enfin, aujourd'hui, à partir des années 60, le métier de carrier, c'est concasser et produire une dimension. Ils produisent du 0,1 à 6,3 mm, du 6,3 mm à 15 mm, etc., jusqu'au ballast, qui est le plus gros gravillon. Enfin, donc vous voyez, le ballast de chemin de fer, quoi, qui est encore considéré dans leur catégorie. Mais ça change complètement. Vous voyez, pour un carrier, si on avait dit ça à un carrier en 1900, il aurait trouvé ça complètement absurde que le métier de carrier soit produire de la petite dimension. Et ça vient de deux évolutions de techniques. C'est le béton, comme on l'a compris, d'accord. Et l'autre, c'est les routes qui ont été en fait un peu des techniques de béton, c'est-à-dire mélanger du sable et du gravier avec un liant hydraulique, un genre de ciment ou du bitume. Hein. Le bitume aussi, ça vient agglomérer en fait, ça vient mettre ensemble ces agrégats, quoi, d'accord. C'est le liant, quoi. Et ces deux technologies qui sont utilisées partout sur Terre ont transformé complètement l'univers des carriers au point de faire disparaître tous ces savoir-faire, quoi. Donc, ouais, ça c'est quelque chose d'assez. C'est ce que ces techniques ont fait apparaître des choses et ont fait disparaître beaucoup de choses aussi, quoi. Et notamment, enfin encore une fois, ça n'existe pas, quoi, cette extraction de dragage, de dire qu'on va faire le bâti en dragant des rivières. Enfin, je pense que les carriers
en 1900, ils auraient dit mais c'est aberrant quoi. Donc voilà pour faire ouais, le point là-dessus. Ouais, je sais pas. Tu levais la main, ouais. 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 Donc là, c'est la question du gisement, ouais. 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 Alors et le souci justement, c'est que maintenant qu'ils arrivent à extraire, enfin qu'ils prennent de la roche dure, ils sont tranquilles quoi. Mais dans les années 60, ils sont vraiment inquiets quoi. De fait, le gisement qu'il y a dans les rivières se vide. Et ils ont arrêté en 93 et aujourd'hui, j'ai lu assez récemment que le sable et le gravier revient dans la Loire depuis 30 ans. Donc il y a un matelas qui revient. Alors on peut plus l'extraire, hein, mais donc ça met des décennies à se reconstituer cette chose-là, hein, évidemment. Et en fait, la question du gisement, moi, elle m'a beaucoup intéressé parce qu'au début, justement, aussi, j'avais vu des documentaires qui disaient que ça allait s'arrêter, que c'était la nouvelle ressource rare, etc., etc. Et en fait, c'est assez trompeur. Alors, c'est vrai pour quelques pays qui ont vraiment rien. Bah, Singapour a pas de gisement, donc de fait, eux, ils sont embêtés. Mais euh, pour faire simple, le problème, ça aurait été les rivières, quoi. Et maintenant, en fait, on extrait sur le bord des rivières. Et en fait, la mauvaise nouvelle, si je peux vous la donner, c'est que j'ai aussi étudié l'extraction de sable marin. Ce qui est aussi important d'ailleurs en France, hein, dans la Manche. Important aussi parce qu'on a en tête qu'on extrait du sable marin en Indonésie ou tout ça. Tout ça. Non, non, c'est au large du Havre depuis 50 ans, hein, je vous le dis. Hein, je les ai étudiés, hein, les dragages de granulats marins. C'est pas du tout. Non, encore une fois, il faut arrêter avec les images du bout du monde. Hein, depuis 50 ans, ça se fait. Et là, c'est quantifié aussi. Ils savent le gisement qu'il y a dans toutes les côtes de France. Ça a été depuis la fin des années 60, ils ont commencé à estimer tout ce qu'ils pouvaient avoir. Alors il y a les réserves qui existent et puis il y a les réserves qui sont accessibles directement, on va dire. Et elles sont gigantesques, gigantesques. Vraiment, ils n'ont aucun souci. Donc en fait, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils extraient encore relativement peu de sable marin en France, c'est que ça coûte assez cher. Il faut un bateau quand même, il faut pomper quand même du fond de la mer. Enfin, ils vont pas profond hein, quand même, ils vont à 30 ou 50 mètres maximum. Mais après, il faut une infrastructure portuaire aussi pour en fait, il faut dessaler, etc. Donc ça reste assez coûteux. Mais moi, j'imagine très bien que le jour, comme pour le pétrole, quoi, le jour où ça deviendra rentable, ils iront quoi. Comme pour le pétrole en Arctique, dans les forêts tropicales, etc., etc. Voilà, d'un côté, il n'y a pas d'espoir là-dessus. Enfin, on ne pourra pas leur dire ouais, bientôt c'est fini, il faut arrêter. Non, mais en fait, il y en a beaucoup et il y en a encore, il y en aura partout quoi. Et les carrières comme ça, c'est la roche calcaire par exemple, il y en a partout. Mais même ils prennent la roche qu'on appelle éruptive, donc tous les massifs, le massif central, le massif armoricain, c'est très très bon aussi pour faire du sable et du gravier. Pour les routes et pour le béton. Enfin, ouais, donc il n'y a pas du tout de rareté à venir. Sauf dans les rivières où de fait, si on extrait pendant quelques décennies une rivière à ces niveaux-là, oui, on la vide. Ouais, ça c'est vrai. Donc localement, on peut y avoir des une disparition du sable, quoi. Ouais. Alors, ben, les entreprises de travaux publics, quoi. Ou alors aujourd'hui, les filières ont beaucoup changé. Donc c'est les grandes multinationales du BTP, par exemple, maintenant ont toute la filière intégrée, quoi. Enfin, au début, ils n'avaient pas tant de carrières. Et maintenant, de plus en plus, par exemple, bah, Vinci a 200 carrières, disons, Lafarge en a 200-300, etc., etc. Donc, par exemple, bah, Lafarge, ça va être, là, la filière, elle va être très simple. Hein. Lafarge va envoyer son sable et son gravier à son usine de béton prêt à l'emploi, typiquement. Donc là où c'est le ciment Lafarge qui va avec le sable et le gravier Lafarge, qui est envoyé par camion toupie sur le chantier directement pour couler. Ou c'est Vinci Construction qui fait les infrastructures, les routes, typiquement, qui va acheter ce sable et ce gravier, ouais. Principalement. Ah oui, bah, à la fin des fins, c'était l'État qui payait l'infrastructure. Oui, 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 ouais, ouais, Jean-Luc. Ah oui. Alors,
En fait, l'extractivisme, je l'ai un peu dessiné, mais de façon assez floue au début. L'extractivisme, normalement, enfin dans la littérature en sciences sociales, waouh, je suis éclairé par des trucs là, c'est pas la vache. Euh, euh, Qu'est-ce que je veux... Oui, l'extractivisme en général, ça va désigner un rapport nord-sud. En général, c'est assez dialectique, quoi. C'est les économies du Sud qui vont en fait extraire massivement sans transformer ces matières, c'est important. Ils vont pas faire de valeur ajoutée, les exporter vers les pays du Nord qui eux vont transformer ces matières, ces minerais, ces métaux, tout ce que vous voulez, et vont faire des produits manufacturés et souvent les réexporter avec une grande valeur ajoutée vers les pays du Sud. Donc c'est l'Amérique latine qui envoie de la matière brute, d'accord, avec très faible valeur ajoutée vers tous les pays du Nord ou la Chine, et ces pays du Nord accumulent les profits sur cette matière et ne subissent pas les dégâts. C'est vraiment donc ce rapport nord-sud. Mais en général, pour être tout à fait exact, dans une économie extractiviste, là c'est une économie extractiviste, toute l'économie est dirigée, est façonnée par l'extractivisme. C'est-à-dire que vraiment, par exemple, on prend l'économie chilienne ou brésilienne ou quoi, c'est vraiment toute l'économie qui est, tout le mode de production, tout est déterminé par cet extractivisme. C'est là où mon argument est un tout petit peu moins vrai, parce qu'en France, l'économie, enfin le sable ne fait pas toute l'économie, mais c'est la première matière de l'économie quand même. Donc je veux dire, le monde bâti français n'existe pas sans cette matière. Mais on peut pas dire non plus que toute la valeur ajoutée, que toute que l'économie repose, comment dire, du point de vue capitaliste sur le sable. C'est là la nuance. Et donc en général, il y a les critères quantitatifs tout simplement. Donc c'est des quantités gigantesques, quoi. Dire qu'on ouvre une carrière de sable qui va extraire 100 000 tonnes, s'il y en a juste une de temps en temps, ça ne veut pas forcément dire que c'est un extractivisme. Il faut que ce soit structurel, systémique. Donc là, je vous ai dit, c'est un système nord-sud qui se répète dans le temps, ça c'est très bien documenté. Donc c'est sur 2 siècles, hein, tout simplement depuis le début du capitalisme, l'extractivisme est... Waouh, il y a un retour. C'est normal le retour? Donc parce que les spots plus le retour, ça fait... Donc d'habitude voilà, c'est structurel, c'est systémique, donc c'est pas c'est année après année, c'est le propre même d'une économie. Et là c'est le cas aussi. Là quand je vous ai montré les premiers graphiques, c'est répété, c'est pas juste il y a eu 2-3 années où on a eu des taux d'extraction élevés et après ça disparaît par exemple et puis ça réapparaîtrait. Là voilà, on reste à des niveaux élevés, donc d'abord ça augmente très fortement et ensuite on reste à des niveaux élevés. Donc structurel, systémique c'est vrai, quantité énorme, et souvent ça va de pair à des conflits socio-environnementaux. C'est souvent vrai pour l'extractivisme nord-sud, hein, où on a tous les conflits socio-environnementaux dans les suds sur la déforestation, sur les mines, sur le pétrole, sur tout ce que vous voulez. Et ici aussi, pour la France, il y avait aussi une multiplicité de conflits. Alors évidemment, qui ne sont pas exactement du même ordre, mais qui étaient quand même présents et bon, voilà, locaux, etc., etc. Ouais. La première, ouais. Celle-là, c'est en masse. Tout à l'heure, la première, si tu veux la mettre, ouais, c'est. Ouais, ça c'est par habitant, donc c'est pour justement gommer l'effet que la population augmente. Parce que c'est encore plus, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que ça. Ouais, là c'est par habitant parce que parfois on me dit oui, mais parce que la population augmentait, etc., etc. Je fais tout, parce que si on prend par habitant, eh ben ça augmente quand même vachement, quoi. D'accord? Alors je peux vous dire que ça a baissé jusqu'en 2015 et puis 2017 ça a un peu réaugmenté, mais ça reste un tout petit peu au-dessus de ce qu'il y a là. Ça n'a pas continué à baisser, ça fait. Mais de fait, hein, il y a encore une fois, euh, aujourd'hui il y a une énorme conscience des grandes infrastructures et tant mieux, et la 69, etc. Mais il n'y a plus de grands chantiers en fait par rapport à moi ce que j'ai vu dans mes archives dans les années 60-70, c'est énorme quoi. Enfin même 50, hein, tous les barrages le long du Rhône, c'est toutes les autoroutes, toutes les lignes à grande vitesse, ces giga chantiers, il y en a beaucoup moins qu'avant. Alors il y a le Grand Paris. Alors le Grand Paris c'est beaucoup des déblais. Ah oui d'ailleurs je peux vous dire que pour le réaménagement il y a un truc de valorisation génial, c'est que quand on reprend des blés et des déchets du BTP et qu'on les met dans du réaménagement de carrière, c'est de la valorisation. Pour arriver, ils voulaient arriver aux critères
pour l'économie circulaire du secteur du BTP, ils voulaient arriver à 70% de valorisation, donc du total de déchets. Bah, voilà, ils ont fait bah ok, bah on va remplir des trous avec des déchets, et puis donc double jackpot. Donc le camion sort de la carrière rempli et revient rempli de déchets de déblais du Grand Paris, typiquement. Hein. C'est ce qui se passe autour de Paris en ce moment. Donc il y a 50 millions de mètres cubes de déblais du Grand Paris, il faut bien les mettre quelque part. Alors soit ils achètent des terrains agricoles, etc., etc. Mais ça les arrange très bien de remplir les carrières et de faire du réaménagement avec ça. Soi-disant, les déchets sont inertes, donc on peut les réutiliser pour des réaménagements. Alors là, il y a des contestations là-dessus, notamment à Paris, parce qu'il y a des sols pollués, que bah, tout n'est pas du tout inerte. Donc maintenant, ils sont en train d'un peu faire des échantillons, je sais pas, tous les 50 camions pour voir si c'est vraiment inerte ou pas. Ouais. Pardon? Ouais, je connais un peu moi. Mais oui, il y en a partout. D'autres questions? Oui. Ouais. 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 Ça, c'est très intéressant. Ouais. En fait, ils le font depuis très longtemps. Dès les années 60, en fait, ici, c'est beaucoup les ponts et chaussées qui sont des grands demandeurs, mais d'autres administrations aussi, vont dire département par département, région par région, on consomme autant, c'est autant par habitant, donc les années prochaines, on aura besoin de autant, et donc ça justifie l'ouverture de carrière. Et en fait, ils vont projeter les tendances en gros sur le futur et en disant et c'est avec des perspectives assez dramatiques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont s'intéresser au sable marin pour la région parisienne. En fait, leur idée, c'est que la consommation est gigantesque en région parisienne dans les années 60, parce qu'il y a tout le district parisien qui est fait, etc. Je passe. Et ils vont se dire, vu les tendances des besoins de la région parisienne, il nous en faudrait autant par an. Et donc, leur but était d'extraire au large du Havre et d'emmener ça par péniche vers Paris. Et en fait, c'était assez coûteux de faire tout ce transport. Il faut faire toutes les boucles de la Seine. Et donc, ils n'ont jamais vraiment pu amener du sable et du gravier à Paris. C'est resté sur la côte, quoi, l'extraction. Mais donc, la question des besoins, elle est très importante. Et encore une fois, aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a un peu un mystère, quoi. D'ailleurs tout à l'heure on en parlait avec Jean-Luc et avec d'autres, quoi. Il dit c'est difficile de savoir où l'extraction, à quoi elle va servir, quoi. Même dans tous les rapports, etc. On nous dit pas, on dit oui, le département on a besoin de autant, ouais d'accord, mais ça c'est pas une réponse. À quoi ça sert? Et typiquement, moi je serais vraiment curieux. Et quand je vous ai dit les routes, donc c'est réparer des routes, donc c'est faire, machin, mais c'est souvent aussi des sous-couches de routes, des remblais de routes, des trucs. Et donc on se dit mais c'est fou quand on ouvre des carrières pour ça, quoi, pour des trucs. Enfin, si on avait vraiment en tête, je pense si on avait des images de à quoi ça sert concrètement, visuel, je pense que ce serait intéressant. Parce que tout l'enjeu de l'État et du patronat des carrières, c'est de naturaliser les besoins. C'est oui, on en a besoin, c'est un besoin naturel, la société en a besoin, blablabla. Et comme tu dis, il faudrait savoir. Alors à l'époque, ça pouvait être un peu plus précis. On voit oui, la nouvelle autoroute va demander autant. Mais aujourd'hui, c'est le moins, c'est ce que je disais à la fin, quoi.
quand on regarde vraiment les archives des carriers, et les revues, ils ont des revues, hein, ils ont plein de trucs auxquels on peut accéder. Bah, on voit pas trop. Si de temps en temps ils parlent d'un chantier ou de l'autre, mais sinon c'est oui, c'est bon pour les. Enfin, ou alors ils vont vanter des petits trucs, quoi. Oui, c'est bon pour des pistes cyclables. Ou on a pu faire des trucs comme ça, quoi. Mais c'est pas là que sont les vrais besoins. Les millions de tonnes, ça va pas vers les pistes cyclables. Ouais. Bah, ouais. Ouais. Mais c'est le paradoxe dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que moi je comprends pas. Bah oui, c'est vraiment très bizarre. Ouais. 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 Ah ouais, complètement. Ouais. Complètement. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Ouais, 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 il y a des choix politiques à faire, ouais, bien sûr. Quand on détruit le fret ferroviaire, c'est un choix politique et c'est voulu, encouragé, poussé, enfin, géré. Enfin, ça se fait pas comme ça au hasard, hein. Et le choix du camion, la Commission européenne a voté pour le 60 tonnes maintenant. Donc c'est trois camions qui se suivent, je crois. Et ça éclate les chaussées, hein. Vraiment, on n'a pas idée, quoi. En fait, l'impact d'un véhicule par rapport à une chaussée, c'est exponentiel au poids. Donc en fait, une voiture disons, un véhicule qui est deux fois plus lourd qu'un autre, et l'exponentiel c'est souvent au-dessus de 4, ça va être au minimum 16 fois plus impactant. Et là je vous ai dit le double, hein, là j'ai été très gentil, hein, parce qu'un 60 tonnes et une voiture d'une tonne, donc c'est 60 fois, donc là il faut faire 60 puissance 4 au minimum. Donc c'est vraiment, il n'y a que le camion qui compte, c'est pour ça que le message j'y tiens, quoi. C'est un choix très important. Et de fait ça changerait déjà beaucoup, quoi. On ferait des routes beaucoup moins épaisses, etc. Donc de fait sous les routes, enfin, je vais faire une mini parenthèse là-dessus, mais ça a été aussi un choix dans les années 60. En fait, les routes nationales, elles étaient assez peu épaisses. Les routes nationales, c'était un très vieux réseau qui avait d'ailleurs été fait avec d'anciennes techniques où il devait caler des blocs de pierre à la main comme ça, et en mettant des petits gravillons et puis un petit revêtement de bitume à la fin ou de goudron à l'époque. Donc le goudron, ça vient du charbon, ça a été interdit parce que c'est cancérigène. Maintenant, c'est que du bitume, hein. Et dans les années 60, tout d'un coup, justement, ils font ce choix du camion, enfin je vais un peu vite, et ils vont épaissir toutes les routes nationales de France. Justement, ils vont rajouter ça, et ils vont pas juste mettre du sable comme ça, ils vont mettre un truc bien rigide, bien solide, pour que les camions puissent circuler partout, pour que ça éclate pas les chaussées, et pour que la chaussée soit indépendante du sol. C'est-à-dire qu'auparavant, en fait, quand il y avait des périodes de gel, le sol était parfois beaucoup plus mou, il pouvait éclater parce que quand ça dégelait, en fait, le sol était encore gelé, donc il y avait de l'eau qui rendait la chaussée très molle, etc. etc. Et bon, si on passait en vélo ou à pied, c'était pas grave, mais quand un camion passait dessus, c'était une ornière énorme quand ça éclatait. Et donc ça va être voilà, ça c'est typiquement un choix politique, c'est ouvrir des milliers de carrières rien que pour faire. Donc ils vont les élargir et les épaissir massivement. Et ça se voit, ils vont garder l'ancienne chaussée de base, et ils vont juste mettre au-dessus, quoi, vraiment, tout simplement. Ouais. Non, il y a les deux. Alors, donc la définition pour les carriers de sable, c'est une dimension, encore une fois. En fait, ils vont dire sablon, sable, gravillon, grave, je sais pas quoi. Enfin, ils ont quelques mots jusque ballast, quoi. Ça va être des dimensions. Euh, là où il y a toujours besoin de sable, c'est dans le béton. Ça, c'est sûr. Mais aussi, on se trompe aussi parfois. Il y a plus de gravier que de sable dans le béton, pardon. Donc c'est plutôt des gravillons que du sable très fin. Mais il faut toujours du sable. Et pour les routes, il faut aussi du sable. Donc si la question concerne vraiment le sable que moi j'ai en tête, donc la dimension, si on parle vraiment de cette portion-là, là ça va plutôt pour le béton, je crois. Mais moi je parlais du sable et du gravier en général, donc toute la catégorie, et là c'est très clairement les grandes infrastructures. Mais si là vous avez des sablières qui font vraiment que la petite dimension, normalement c'est pour le béton. Et alors là, ce sera plutôt du bâtiment, du logement, des trucs comme ça, des bureaux. Ouais. Mais c'est un peu coûteux, mais moi, dans l'histoire longue, enfin, dans ce que j'ai étudié, j'ai pas vu d'énormes. Alors si, quand il y a choc pétrolier et que vraiment c'est multiplié par 5, etc., là, ça les emmerde. Mais j'ai pas vu de gros impacts du coût de l'énergie. Enfin, ça a pas l'air de tant les embêter.
au niveau du coût monétaire. Et donc, ouais, j'ai pas vu je peux pas donner une réponse assez complète là-dessus, mais j'ai pas l'impression que ça a été décisif dans leurs investissements et dans leur extraction. Oui, 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 complètement. Ouais, ok. Ouais, ouais. Ah ouais, bah ouais, putain. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, par camion? Parce que par camion, c'est rare, quoi, mais... Ah, ok. Oui, 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 oui. Il y aura l'usine à béton. Ah ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, d'accord. Ouais, mais merci beaucoup pour ta question et puis pour le cas là. Et j'ai, enfin, c'est hyper intéressant de voir qu'ils changent leur filière et qu'ils mettent les usines et envoient des produits finis plutôt. Du coup, et ouais, les produits finis, ça m'étonne pas qu'ils aillent un peu plus loin. Mais le sable et le gravier en camion à 250 km, moi j'ai jamais vu ça. Donc ouais, ouais. Mais alors sur la logique générale, c'est que les carrières deviennent de plus en plus grandes, il y en a moins. Elles deviennent vraiment très très grandes. Auparavant, là, dans les années 60, c'est des carrières qui font 5-6 hectares. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit, c'est très ordinaire. Ça fait quand même une extraction de ouf, mais c'est assez ordinaire. Et puis ça augmente. Moi j'en avais vu plusieurs qui faisaient déjà 50 hectares à partir des années 70, etc. Et alors là, il y a un argument par rapport au coût, aux machines, etc. Mais c'est plutôt les machines que le coût de l'énergie, je crois. Mais peut-être que j'ai tort aujourd'hui, hein. Mais le coût des machines est énorme. Ça coûte quand même cher. Encore une fois, ça vaut rien, hein, le sable et le gravier. Donc investir, disons, 1 million dans une machine, il faut produire beaucoup de sable et de gravier pour la rentabiliser. Et justement, là, il y a l'argument du gisement et de la taille de la carrière. Et ils vont même le dire, ils vont dire il y a un seuil de rentabilité pour rentabiliser nos machines. Puisqu'on disons on va mettre 10 millions dans quelques machines pour l'activité, eh ben on a besoin d'une carrière de 50 hectares. Tu vois, ça va marcher comme ça. Et donc avec l'idée, parce qu'on aura besoin de 50 hectares, parce qu'on aura besoin d'extraire, je sais pas, 500 000 tonnes par an, à minima, et donc sur 15 ans, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et donc ça va assez bien marcher comme ça, ouais. Ouais, ouais.
Ouais, en fait, ça, c'est les dispositifs ça commence avec, au département, donc c'est le schéma départemental des carrières qui est mis dans la loi de 93. C'est déjà une idée qui était là avant. Et l'idée, justement, c'est de dire bon, ok, c'est la merde, on va un peu se concerter, on va un peu planifier l'extraction par département avec un peu de concertation. Donc, dedans, il y avait du patronat des carriers, il y avait des gens de l'administration, il y avait des élus locaux, il y avait quelques associations qui étaient là, etc. Ça. Et en disant le département, encore une fois, on a besoin de autant. Donc ça, c'est indiscutable. Par contre, ce serait bien d'en avoir un peu partout. Ce serait bien qu'on concerte sur le réaménagement, sur la remise en état, qu'est-ce que les gens veulent, machin, machin. Et ensuite, ils sont passés maintenant au truc régional. Mais c'est assez récent, je crois que c'est 2018 ou 2020, c'est vraiment très récent. Toujours dans cette idée d'un peu planifier comme ça l'extraction. Et alors, mais sur le côté local, c'est un argument redoutable que les carriers utilisent souvent, c'est de dire, bah, nous, c'est une activité qui sera locale, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour, et on sera là pour longtemps, etc. Et oui, forcément, ils n'ont pas le choix en fait, ce sera forcément local leur histoire, quoi. Alors, sauf maintenant, des cas très exceptionnels, comme tu dis, où tu auras une carrière par département, ça c'est assez ouf, quoi. Et donc, l'alternative, ce serait de dire, bah, on en met un peu partout, etc. etc. quoi. Donc ce maillage, de fait, si on en met un peu partout, il y aura moins de transport de camions. Mais encore une fois, la question c'est pourquoi on a besoin d'en mettre autant, quoi. Enfin, c'est vraiment ça qu'il faut toujours avoir en tête, quoi. Après, on peut discuter de est-ce qu'on en veut trois quatre petites ou une ou deux un peu plus grandes. Et d'ailleurs, sur le transport de sable et de gravier, là j'ai un super cercle vicieux à mentionner. C'est que, bah, de fait, vu que c'est la première matière extraite en France et la première matière déplacée en France, largement, une grande partie des camions dont je vous ai parlé en fait transportent du sable et du gravier, éclatent les chaussées, et il faut extraire encore plus de sable et de gravier pour éclater les chaussées que de camions qui transportent du sable et du gravier. D'accord. Donc là il y a une boucle matérielle magnifique, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Le truc s'alimente tout seul. Donc en gros dans plusieurs régions de France, un camion sur 5 transporte du sable et du gravier en France. Mais c'est pas les camions qui font c'est pas les camions qui font France-Espagne, hein. C'est pas les camions qui prennent la A6 et la A7 sur 1000 km, hein. C'est des camions qui font 50 km partout, mais quand même ils sont là, et ils existent, d'accord. Mais c'est pas les camions d'autoroute, c'est d'autres camions, mais 1 sur 5 ou 1 sur 6, enfin plus ou moins. Gaspille ou dépensent les camions en termes de gravier par rapport à ce qu'ils sont censés faire, c'est quoi le rapport avec ça? Est-ce qu'on peut calculer la quantité qu'ils éclatent par rapport à la quantité qu'ils transportent? Ah, j'ai pas vu, non, j'ai pas fait. Ce serait un bon ratio, ouais. Ouais. Ouais, on pourrait juste à la louche, quoi, faire un. Ouais, j'ai pas fait. Ce serait pas mal, ouais. Ouais, j'avais vu cette donnée, un camion sur 5, un camion sur 6. C'était pour l'Île-de-France à une époque. Ouais, c'est énorme, hein, ouais. Mais mais il faut avoir en tête que c'est pas, encore une fois, c'est des camions qui sont là, bah, comme dans toutes les carrières qu'on connaît, quoi. Voilà, qui font. Et c'est aussi c'est en masse transportée. C'est pas en kilomètres fois masse, parce qu'il y a une mesure de transport du camion, c'est une tonne sur combien de kilomètres transporté. Là, c'est juste en masse totale, 1 sur 5 transport du sable et du gravier en France. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Les ruptures technologiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu parles en bouquin assez rapidement des questions des fondations, est-ce que tu peux un peu détailler là-dessus? Ouais. Ouais, alors un enjeu vraiment fondamental, enfin un grand avantage du béton est déjà connu au 19e. Donc en fait, le béton vraiment, donc c'est sable, gravier, ciment et eau, d'accord. Mais l'élément clé c'est le ciment. Le sable et gravier, comme je vous l'ai dit, bah voilà, il y en a un peu partout, c'est pas très compliqué, il faut concasser, enfin bon, c'est pas. Mais le ciment, c'est vraiment l'invention clé, l'ingrédient clé. Donc le ciment, c'est ce liant qui sous l'eau va durcir, d'accord. Et en fait, l'atout clé du béton, enfin d'abord du ciment, c'est de pouvoir être produit avec des matières abondantes qu'on trouve partout, qui sont l'argile et le calcaire. Il y en a partout. Donc et en fait, moi, dans le livre, je dis que c'est une matière qui se permet de se séparer de la géologie. Je vous ai dit, les carrières, auparavant, au 19e, c'est
une géologie très particulière. En France, il y a des milliers de carrières, mais elles sont toutes très différentes, chacune. Donc on va tailler selon le type de carrière, selon le type de pierre, selon le type. Bon, voilà. Et en fait, le grand atout du ciment, c'est de pouvoir prendre n'importe quel type d'argile, n'importe quel type de calcaire, on les mélange ensemble. On met ça dans le four, on fait le clinker, on broie, on concasse, etc., etc. Et donc, ce qui coûte cher, c'est le four. Donc, c'est pour ça que là, il y a un monopole pour le coup. Là, c'est pas des milliers de petites entreprises, c'est 4-5 giga entreprises comme Lafarge qui ont le monopole du ciment. Et ça, c'est un énorme atout. Donc, on arrive à faire un matériel à partir de matières très ordinaires, pas chères, et très résistantes, avec une résistance normée qu'on peut calculer en laboratoire. Donc, il y a l'investissement de savoir et technique qui est très important là-dedans. Les laboratoires vont en fait hiérarchiser les matières en disant lesquelles sont résistantes et lesquelles le sont pas. Donc il y a des disciplines qui se développent avec ça, la résistance des matériaux. Ils vont en fait écraser des blocs de tous les types possibles et voir qui résiste pas. Et le ciment, ils vont pouvoir dire ok, vous voulez donc ils appellent ça la résistance à 28 jours. Je vais un peu vite là-dessus, mais ils vont dire vous voulez quelle résistance par centimètre carré. Et ils savent faire plusieurs types de résistance partout dans le monde, la même exactement. Et le nom du ciment, c'est la résistance, c'est du CPA 400 par exemple, c'est du 400 kg par centimètre carré. Donc, et donc on passe de liants, les liants existent déjà, il y a déjà des façons évidemment il y a des types de chaux par exemple qui permettent de lier les pierres entre elles, c'est dans la maçonnerie, il y a déjà des liants qui existent assez naturels. On passe de ça, avec une grande variété de nouveau, à CPA 400, donc c'est le même partout sur Terre, etc. Donc on a, ce que je dis dans le livre, c'est qu'il y a... la solidité est devenue une marchandise, quoi. Et une marchandise normée, identique toujours. Et ça, c'est un grand atout du ciment. Mais en fait, pour que ça, l'autre point clé pour que le ciment, enfin que le béton triomphe, ça a été le béton armé. Parce qu'en fait, le béton, tant qu'il n'était pas armé, il était résistant d'une certaine façon, on dit à la compression, mais pas à la traction. Enfin, je passe sur les détails, mais en fait, on ne pouvait pas, en gros, soulever des bâtiments élevés et faire des trucs. Ça n'existait pas, en fait, jusqu'en 1900, ça n'existait pas. Et le brevet du béton armé, c'est fin 19e. Et à partir de ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils arrivent à empiler des murs comme on les connaît, un porteur, avec des poutres et des dalles, etc. Puis ensuite, il y a toute l'histoire de le faire en usine, de faire des... On faisait dans les années 60, vous savez, en usine, on faisait les planchers et les murs, quoi. Et ensuite, on assemblait tout simplement sur le chantier. Donc, on fait vraiment du taylorisme de béton. Donc, c'est des gains économiques énormes. C'est plus déqualification totale de savoir-faire. C'est couler du béton, c'est très simple, mélanger sable. Et donc, ça, c'est des matières ordinaires qu'on trouve partout qui n'ont pas du tout de valeur. Donc ça a fait le grand succès du béton, et le fait de l'armée, ça a permis de faire du bâti très varié. En fait, aujourd'hui, vous faites un peu n'importe quelle forme, vous mettez la ferraille dedans et vous coulez. En fait, il coule comme ça depuis le camion toupie. Parfois même, ils prennent des grandes perches comme ça, ils vont couler, et c'est extrêmement simple, quoi. La ferraille est là, on met les... Merde, comment on appelle ça, les coffrages. Hop, on met les coffrages, on coule et c'est réglé, quoi. Donc ça a une durée de vie limitée, ouais. Oui, alors c'est le paradoxe, complètement. En fait, on peut dire, voilà, il est très résistant, il est solide, c'est garanti, vraiment, il n'y a pas de souci. Et de fait, merci pour votre question. Par contre, ça ne durera que 100 ans. Maximum. Alors que toute la pierre de taille de Paris, tous les machins, ça tient des siècles et des siècles et des siècles, d'accord. Donc de fait, donc en fait, tout le bâti là qu'on a en béton armé, dans 100 ans, ça n'existe plus du tout, quoi. Toutes ces villes, tout est par terre, ça c'est sûr. Donc c'est... Et ça c'est très connu, tout le monde le sait aussi depuis longtemps, ils le savent que c'est pas du tout, c'est obsolète. Mais donc c'est un paradoxe, ouais. C'est donc ça a une durée de vie limitée, à un moment ça va s'effondrer. Mais par contre, la solidité, elle est garantie, disons, surtout disons les 50 premières années, c'est... On a quelques accidents. Et oui, bien sûr. L'effondrement du pont là. De Roissy, à Roissy aéroport, il y a eu l'architecte qui avait fait des voûtes en béton armé. Ça s'est écroulé. Qui s'est effondré. Bah ouais. C'est pas très vieux. Bon voilà, on peut continuer la discussion. Dernière. Parce qu'on va dépasser ça. Est-ce que l'espoir viendrait de la ZAN, la zéro artificialisation nette des surfaces en 2050, en disant que comme on va être obligé de démolir pour garder une surface constante de bâti ou artificialisée, on peut imaginer qu'il y aura plus d'utilisation de recyclage et puis qu'on arrêtera d'exploiter les ressources.
Bah alors moi encore une fois je mettrais l'espoir dans une lutte qui mettrait fin à la circulation des camions de marchandises et de faire baisser le libre-échange d'un bon ordre de grandeur quoi. Mais ensuite moi je trouve ça quand même intéressant la proposition, mais je sais pas si vous avez vu il y a plein d'arnaques derrière, il y a une liste énorme de trucs qui vont quand même pouvoir se faire, notamment de routes si vous regardez les détails, et de plateformes logistiques. Donc il y a plein d'exceptions etc. Mais ça aurait été quand même vachement intéressant s'il avait été rigoureusement. Mais apparemment il y a plein de trous dans la raquette quoi. Voilà, je crois qu'on doit arrêter. Merci beaucoup pour votre attention, c'était très sympa.